Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Mac. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Directrice déléguée à la rédaction de Challenge. Gaël Slimane, président d'Odoxa. Bonjour Gaël. Bonjour Raphaël. Et Anthony Morlet-Lavidali. Bonjour Raphaël. Bonjour Anthony, économiste chez Rexecode. On va commencer par la copie budgétaire. On en parle beaucoup tous les jours dans les experts, mais la copie se précise. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit l'envoyer aujourd'hui au Conseil des finances publiques. Et ce qu'on attend, c'est pas mal de hausses d'impôts, le paquet justice fiscale qui doit servir à décrocher le vote du PS. S'annonce autour d'une bonne dizaine de milliards d'euros. Gaëlle Mac, à quoi on peut s'attendre ? En gros, on se retrouve toujours dans cette voie un peu de compromis, puisque je rappelle que dans le budget de François Bayrou, il y avait déjà un peu ce type de mesure, mais ça n'a pas été précisé. Mais en gros, le rendement, par contre, on attendait autour de 5 milliards. Et je rappelle que la taxe Zuckman, plébiscitée par les socialistes, était autour de 15-20 milliards. Donc voilà, finalement, à faire plus ou moins 10 milliards, voilà. On coupe la poire en deux. On coupe la poire en deux, 10 milliards. Si on rajoute avec les 8 milliards quand même que on imagine qu'ils vont encore être prélevés aux entreprises en reconduction de la précédente taxe de 2025 surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Bon, si on se retrouve avec 18 milliards de hausse d'impôts, sachant que l'effort global qui était chiffré par François Bayrou à 40 milliards va être plus bas, manifestement, dans la copie Lecornu, plutôt autour de 30. On sait combien ou pas ? Est-ce qu'il y a des chiffres qui commencent à sortir ? J'en sais rien, mais oui, on commence à se dire entre 25 et 30 milliards. Ça serait quand même un minimum de faire 25 milliards, peut-être 30. En fait, on s'aperçoit que 2/3 de cette note va de nouveau être acquittée par le biais de hausse d'impôts. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est quand même intéressant de voir que depuis le suicide de François Bayrou sur l'autel du diagnostic de la dette, plus personne ne parle de baisse de dépenses. Je veux dire, on a enlevé les 2 jours fériés et plus personne ne parle de baisse de dépenses. Anthony Morlet-Lavidali, c'est un peu toujours comme ça que ça se termine en France, non ? Par des hausses d'impôts, finalement, c'est un peu le cas l'année dernière déjà. Mais c'est un peu le problème, c'est-à-dire que on voit bien à la fois qu'on ne peut pas abandonner l'objectif de réduction de déficit public, on cherche à atteindre les moins 4,7. Jusqu'alors, il y a quand même, honnêtement, le budget est peu documenté. Enfin, je pense qu'il y a des zones d'ombre encore importantes, donc il faudra voir la copie dans son ensemble. Effectivement, on aurait pu attendre quelques mesures salutaires sur les dépenses. Quand on nous dit qu'on veut préserver la croissance et qu'on accentue la taxation du Made in France, c'est-à-dire la taxation sur le capital et sur le travail, précisément, ça pénalise la croissance. Donc avoir notamment une reconduction de la surtaxe d'IS, c'est quand même franchement une très mauvaise idée. Enfin, tous ces impôts qu'on présente comme des one-off qui derrière, donc des mesures temporaires qui deviennent pérennes, ça crée quand même d'une part un environnement fiscal très instable. C'est tout ce qu'il ne faut pas pour stimuler l'activité. Donc à un moment donné, il y a quand même des contradictions un petit peu dans le discours gouvernemental. Qu'est-ce qu'ils en disent les Français de ces hausses d'impôts ? Il y a eu ce désir de justice fiscale depuis un mois. Vous l'avez dit, Raphaël. C'est ce que souhaitent les Français au final. Non. Dans notre baromètre économique du mois, on atteint un plus bas quasiment. On est à des niveaux extraordinaires en termes de pessimisme économique. Et quand on regarde ce que nous disaient les Français dans les précédentes vagues du baromètre que l'on réalise ensemble, on avait notamment nos concitoyens qui anticipaient le pire pour l'avenir. Là, il y a quelques jours, c'est pas dans le baromètre économique, mais on avait interrogé les Français sur ce qui allait arriver dans les 12 mois à venir. Ils nous disent une hausse des impôts et des prélèvements. Donc c'est pas un souhait, Raphaël, c'est un pronostic. Et donc le pronostic rejoint, le Français sait qu'il est Français et qu'on vit en France et que tout ça se terminera par des hausses d'impôts. Il a peu de doute à ce sujet-là. Il pronostique à plus de 80% un faible niveau de croissance économique et il pronostique la catastrophe en termes de chômage et en termes de pouvoir d'achat. Donc il pronostique le pire. Ça, c'était avant notre baromètre économique du mois et ça explique le moral dans les chaussettes qu'ont nos concitoyens. Et ils nous disent, les Français, on a conscience que la question de la dette et des déficits, c'est un sujet majeur et que du coup, il faut faire quelque chose. Donc il est faux de dire que les Français ne sont pas prêts à faire des efforts, mais on l'avait dit déjà le mois dernier, Raphaël. Le problème, c'est qu'on veut bien faire des efforts, mais si possible, si ce sont des efforts qui concernent mon voisin sur ma droite, et oui, c'est toujours les autres, ou mon voisin sur ma gauche. Et tout le monde est comme ça. Ça veut dire que quand on regarde les gens qui ont les revenus les plus élevés, ils disent non, mais le vrai problème en France, c'est tous ces gens qui profitent des minima sociaux.
Et donc, il faut taper dans les minima sociaux. Sauf que quand je regarde dans mes données, les gens qui disent ça sont des gens qui ne sont pas du tout concernés, ni eux ni leurs proches, par les aides sociales. À l'inverse, quand on est dans les tranches de revenus les plus basses, on dit non mais le vrai problème en France, c'est les riches et il faut pouvoir les... Alors, tout le monde est d'accord pour ça, il faut pouvoir les taxer. En revanche, il y a un point de convergence majeur, c'est de se dire, alors que les Français sont très attachés à leurs services publics, peut-être peut-on consentir à réduire le nombre de fonctionnaires. Là, on a une majorité de Français qui y est prêt. Et alors que les Français... Qui ne sont pas fonctionnaires, j'imagine. Ils ne sont pas fonctionnaires, alors, ils ne sont pas fonctionnaires, ok, d'accord. Mais ils en profitent quand même. Ils sont quand même 5,5 millions. Oui, mais compte. alors, ils ne sont peut-être pas fonctionnaires, puisque quand on regarde ce que nous disent les salariés du public, ils ne sont pas du tout d'accord. Mais malgré tout, les Français sont très attachés à l'éducation, à la santé, à leurs grands services publics. Et donc là, ils disent, on peut peut-être faire un effort. Et il y a un autre, il y a un effort en revanche que les Français ne veulent pas ne veulent pas que l'on fasse. Ça concerne les entreprises. Ils sont une nette majorité à dire il ne faut surtout pas taxer davantage les entreprises. Ça, c'est très net dans votre sondage du mois. C'est très net et c'est très nouveau. Et ça tient, à mon avis, au fait que les Français savent ou pensent, ou savent, ou vous y mettrez ce que vous voudrez, que dans un contexte angoissant en termes économiques, si on commence à trop serrer la vis sur les entreprises, il y aura du chômage, il y aura des difficultés à augmenter les salaires et qu'ils le paieront à terme. Donc on est dans ce panorama global aujourd'hui. 82% des Français ont une bonne opinion des entreprises. Tout ça arrive dans un contexte de mobilisation aussi du patronat. C'est nouveau ça, Gaëlle Mac ? En tout cas, ça s'accentue. C'est pas si nouveau, mais ça s'accentue. Alors, je pense qu'il y a une partie un peu par défaut, parce que c'est vrai que les entreprises et les entrepreneurs et les chefs d'entreprise paraissent un peu comme les adultes dans la pièce en ce moment. C'est-à-dire que contraste aux politiques. Voilà, la défiance devient tellement forte vis-à-vis des politiques, des partis politiques, des dirigeants politiques qui ne font que se chamailler, disons, et qui n'aboutissent à aucun compromis et dont on a l'impression qu'ils sont déconnectés de la vie réelle et qu'ils entretiennent une instabilité délétère. Donc par contraste, c'est vrai que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise sont un peu considérés comme des gens de terrain, pragmatiques, qui sont un peu les forces vives de la nation, sur lesquelles on s'appuie pour la croissance, pour l'emploi, voilà. Donc, et par ailleurs, c'est vrai également que les patrons se sont montrés bien plus bruyants et bien plus engagés dans le débat public. Et notamment, il y a eu cette période de l'université d'été du MEDEF. Oui. Là, ils prévoient quand même une sorte de grand meeting à Paris, voilà, à Accor Arena. Donc voilà, ce qui est quand même peu fréquent. Et c'est vrai qu'ils interviennent plus dans les médias et surtout sur ce mode, c'est-à-dire en disant attention, quand on attaque l'entreprise et l'entrepreneur, on n'attaque pas les riches, mais on attaque les forces productives qui créent des emplois. Et il faut croire qu'au bout d'un certain temps, ce discours paie. Je voudrais revenir quand même aux mesures du budget qui devraient arriver. La nouveauté, c'était ce matin dans les Échos, c'est éventuellement une hausse de la CSG sur l'ensemble des revenus du patrimoine, sur l'assurance vie, sur les revenus locatifs. Est-ce qu'on sait mesurer l'impact sur la croissance qu'une telle mesure peut avoir ? Alors c'est toujours difficile sur des petites mesures. Ce que l'on voit bien, c'est que comme on ne veut pas s'attaquer aux gros tuyaux, on va chercher tout un tas de petites mesures paramétriques qui sont en plus des petits montants. La réalité, c'est que c'est toujours difficile de chiffrer, je veux dire, ce type-là de mesures. C'est quelques milliards. Là, cette mesure, c'est 2 milliards, par exemple. C'est un petit 2 milliards d'euros, 1,9 milliard, effectivement. On voit qu'on est loin de l'effort nécessaire pour redresser les comptes publics. C'est probablement préférable à taxer directement le travail ou l'outil de production. Néanmoins, on est quand même dans un moment où, on l'a dit, le taux d'épargne des ménages est très élevé. Il y a une forme d'épargne de précaution qui est en train de se constituer, puisqu'ils sont ils deviennent ricardiens, les ménages. Ils se disent, les hausses d'impôts vont arriver. Si on souhaite encourager encore un peu plus ce sentiment de faut renforcer sa capacité d'épargne, c'est un peu le type de mesure qu'il faut prendre. Et malheureusement, on aimerait au moins voir en miroir les mêmes choses côté dépenses, c'est-à-dire des réductions un peu similaires. Et on documente très très bien les hausses d'impôts dans le budget, en tout cas dans ce qui a fuité pour l'instant. Et ça reste très très flou sur les potentielles mesures d'économie, ou en tout cas, là, pour l'instant, on a très peu de détails. Et c'est ça qui est ennuyeux. Et sur les deux principaux postes de dépenses publiques, que sont les retraites et la santé,
on sent qu'il y a très peu d'efforts faits, alors qu'on parle de 750 milliards d'euros de dépenses. Bon, si on ne s'attaque pas aux gros tuyaux, malheureusement, on ne peut pas réduire le déficit dans la durée. Donc, à un moment donné, il faut accepter de parler de ces sujets qui fâchent, mais c'est nécessaire. Mais il faut voir aussi que politiquement, il n'y a pas de partis qui défendent en fait des baisses de dépenses publiques drastiques. C'est-à-dire que droite et gauche confondus. Voilà, quand on doit faire un compromis pour obtenir son budget et ne pas que son gouvernement soit censuré, on doit faire des concessions aux uns et aux autres. Donc, il y a certains partis, comme le Parti socialiste, qui demandent une augmentation de l'imposition des riches. Donc, on fait toute une liste de courses pour lui faire plaisir. Mais qui demande une grande baisse de dépenses publiques? Qui nous dit non mais là sur tel et tel, personne. Au contraire, les autres forces politiques, le Rassemblement national, lui aussi ne veut pas de dépenses publiques. Ils ont quand même censuré le gouvernement Barnier sur les hausses de franchise, sur la santé ou sur les efforts qui allaient être demandés peut-être aux retraités, le gel des retraites pour 6 mois. Ils étaient absolument contre les 2 jours fériés, la suppression des 2 jours fériés. Et bon, la droite républicaine, donc les LR, seraient censés être un peu ceux qui sont les plus stricts, les plus austères, voilà, sur la question des finances publiques. En fait, ils ne le sont pas du tout. C'est pas ce qu'on voit dans les débats budgétaires, sur les retraites notamment. Alors c'est aussi leur électorat, c'est-à-dire qu'ils suivent leur électorat. Exactement, ils ne le sont pas du tout, ils ne réclament pas non plus, ils n'ont pas une liste de courses, un peu comme aurait... Donc finalement, je veux dire, le Premier ministre, qui cherche quand même à la fin à faire adopter un budget, je veux dire, il va là où les compromis sont possibles et donc ce qui va se faire au détriment d'un certain bon sens budgétaire recensé par les économistes, malheureusement. Ça veut dire, Gaël Simon, qu'on termine sur un plus petit commun dénominateur, mais qu'on n'est pas au rendez-vous de l'efficacité au final. Oui, et moi je vous trouve paradoxalement très optimiste, Gaël, parce qu'on parle au futur. Mais dans ce qui fuite ou dans ce qu'a indiqué Sébastien Lecornu, il n'y a pas grand-chose qui soit de nature à pouvoir être considéré comme des concessions suffisantes, ni pour le Parti socialiste, ni pour le Rassemblement national. Dans ce qui se dessine, a priori, le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas du tout de budget et qu'il n'y ait plus du tout de Sébastien Lecornu. À partir du moment où vous avez un Premier ministre qui ne fait pas les concessions suffisantes aux yeux des 2 partis qui lui permettront de se maintenir, Parti socialiste et Rassemblement national, que pour les raisons qu'a évoquées Gaël, ils n'ont pas intérêt, ces partis, à être facilitants, puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, ils ne sont pas aux manettes, ils aspirent à l'être bientôt. Moi, je pense que ça ne passera pas. Ce sera insuffisant et ça ne passera pas. Votre scénario principal, c'est une censure d'entrée, d'emblée ? Oui, mon scénario principal, c'est que... Parce qu'il faut bien penser une chose, c'est que même si ce n'était pas l'intérêt, et ça se discute, des partis concernés, que de censurer Sébastien Lecornu, il se trouve que ces gens-là ont un truc qui s'appelle des électeurs. Oui. Et que leurs électeurs ne supporteront pas les mesures qui sont insuffisantes par rapport au déficit qu'annonce Sébastien Lecornu. Et comme par ailleurs, Emmanuel Macron a commis une faute politique majeure l'année dernière en faisant comme s'il n'avait pas perdu les élections législatives, ce qui hérisse à peu près les 2/3 des Français. Oui. Donc, il a considéré qu'il allait pouvoir poursuivre la même politique qu'il menait depuis 7 ans. Et du coup, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas, après Barnier-Bayrou, après Bayrou, Lecornu, après Lecornu, Christophe Castaner peut-être qui sera ressorti des tiroirs, je n'en sais rien, mais tout ça ne pourra se terminer que par des élections législatives anticipées et une dissolution. Oui, ce que vous nous dites gentiment, c'est aussi peut-être un départ anticipé du président de la République, parce qu'après alors il y a quand même un fusil le dernier rempart. Le dernier rempart, enfin, normalement, avant une démission du président et une présidentielle anticipée, il y a quand même l'idée de législative anticipée qui peut-être pourrait accoucher d'un gouvernement qui aurait une majorité. Ce serait sans doute pas un gouvernement Renaissance LR, oui. Mais ce serait plus probablement RN. Mais voilà, c'est de la politique fiction. Oui, oui. Mais en tout cas, le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est plutôt celui-là, à moins que Sébastien Lecornu fasse des gros bougers, comme on dit,
et que ça suffise au RN et au PS. Non, mais là, je voulais pas du tout me livrer à des prédictions politiques qui sont hautement incertaines. Je voulais simplement dire qu'il n'y a pas de force politique en France pour appuyer sur une rigueur budgétaire et voilà, et s'intéresser et avoir des propositions fortes sur la dette. Et il n'y a pas non plus finalement d'électorat. Parce que c'est, voilà, je veux dire, derrière le parti politique, il n'y a pas vraiment d'électorat. Il y a peut-être une certaine conscience sur la dette dans l'électorat, mais elle reste un peu abstraite quand même. C'est-à-dire que quand on rentre dans les mesures qu'on demande aux Français, telle ou telle mesure de baisse de dépenses, est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher vos médicaments? Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il y ait moins de policiers? Ou est-ce que vous seriez prêt... Moins d'infirmières, voilà, parce que vous parlez des fonctionnaires, mais quand on rentre dans qui sont les fonctionnaires, là, tout d'un coup, ça marche moins bien. Ou est-ce que vous seriez prêt à, je veux dire, à travailler plus longtemps? Voilà, et c'est toujours non. Donc en fait, finalement, les forces politiques françaises ne sont que le reflet de l'électorat français, ce qui est devenu la société, qui a été quand même habitué depuis 50 ans à vivre à crédit. Je veux dire, je crois qu'on n'a pas fait un budget à l'équilibre depuis 1974. Donc finalement, et puis on a annoncé, François Fillon nous a prédit la faillite en 2011. On est en 2025 et finalement on n'est toujours pas en faillite. Donc finalement, je pense qu'il y a une sorte d'inconscience généralisée dans la population française qui ne veut pas, sur le fond, s'attaquer à cette question. Est-ce qu'on se dirige vers la faillite, Anthony Manley? Alors non, la France va pas faire faillite demain. En revanche, est-ce que nos fondamentaux vont se dégrader lentement mais sûrement? Très probablement. C'est un peu l'histoire du nœud coulant. C'est qu'à la fin, vous êtes étouffé parce que vous avez des charges d'intérêt qui représentent une part croissante de votre budget. Vous pouvez investir de moins en moins dans ce qui est important pour préparer justement la croissance de demain. Donc c'est plutôt un lent étouffement de la France qu'une faillite qui se dessine. Néanmoins, il y a eu quand même quand on parle d'incapacité à faire des consolidations budgétaires en France, c'est qu'on a laissé s'installer quand même tout un tas de fausses idées. On le voit bien sur les dépenses publiques. Le fait que, par exemple, on pourrait la diminuer sans que personne soit pénalisé. L'idée qu'un peu, on ferait baisser le train de vie de l'État, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'était l'année blanche, l'idée qu'on gèle pour tout le monde. Tout à fait. Et on a besoin de remettre un peu de vérité, de véracité dans ce débat budgétaire en disant quand on baisse la dépense publique, ça fait des perdants de la même manière que quand on augmente des impôts. Il faut bien sûr les désigner. Et quand, par exemple, on parle de la dépense des collectivités locales où on pourrait faire des efforts, ça veut peut-être dire contrôler un peu les emplois des collectivités. Bon, ça fait des perdants, mais il faut être en capacité de le dire. Il n'y a pas de baisse de dépenses dont personne ne profite. Et à un moment donné, il faut aussi le rappeler. Je pense que les partis politiques ont entretenu un peu cette idée que, au fond, il y avait des efforts qui étaient coûteux pour personne. Ça, je pense que ça coûte. Il n'y a pas d'efforts magiques, quoi. Il n'y a pas de politique magique, c'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, les efforts, ça pèse. Je suis tout à fait d'accord. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire l'un et l'autre, et préciser pourquoi je me lançais dans de la politique fiction hasardeuse, c'est simplement qu'on est dans une situation impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas demander des efforts, et notamment sur des réductions de dépenses, et donc moins de fonctionnaires, et donc moins de services publics, et donc moins d'argent aux collectivités. C'est absolument impossible en France si vous n'avez pas une majorité qui a été élue, si possible, avec un minimum de mandats pour ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans une situation impossible, quel que soit le talent de Sébastien Lecornu, à moins même en étant un magicien, il ne peut pas résoudre ce problème. La seule solution pour pouvoir réaliser les efforts budgétaires envisagés, 30 milliards, 40 milliards, peut-être plus, le seul moyen de le faire, c'est d'avoir une majorité claire au pouvoir, d'une façon ou d'une autre, soit dans le cadre d'élections législatives, soit dans le cadre d'une élection présidentielle. Et c'est ce parti au pouvoir, ou cette formation politique au pouvoir, pourra à ce moment-là, dans la foulée de son élection, mener des réformes difficiles, pénibles, qui pourraient être acceptées par les Français. Mais là, on est dans une sorte de no man's land politique, avec un gouvernement qui tient sur rien, aucune majorité possible, et des efforts à faire. Cette équation-là, elle n'est pas... C'est un triangle d'incompatibilité, comme on dit en économie, qui est assez fort. Exactement. Alors, le seul moyen de s'en sortir, et ça arrivera peut-être vite, au pire en 2027, c'est d'avoir une majorité, quelle qu'elle soit, qui aura été installée par les Français,
Ce serait encore mieux s'il n'y avait pas trop de mensonges dans la campagne et si elle assumait certaines des mesures difficiles qu'elle allait prendre après. Ce serait mieux. Mais pardon, c'est même pas indispensable. Est-ce qu'on est sûr d'avoir une majorité aux législatives après l'élection présidentielle de 2027 ? Alors, on n'est même pas sûr, si demain il y avait une dissolution pour continuer dans le scénario de politique fiction, on n'est même pas sûr qu'il y aurait une majorité. Enfin, une majorité absolue. Ou une majorité assez solide du type de celle de 2022 qui avait permis à Emmanuel Macron de faire passer quelques dizaines de textes. De faire passer des textes avec une majorité inconfortable mais jouable. C'est quand même plus probable, si aujourd'hui il y avait des législatives, il est quand même plus probable qu'il y aurait une majorité plus nette qui se dessinerait que la dernière fois. Mais ce n'est pas sûr. Je voulais revenir sur ce chiffre cité par Emmanuel Macron dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung aujourd'hui. La France, c'est quand même 10% de croissance depuis 2017, même avec un déficit, avec un budget en déficit depuis plus de 50 ans. Donc finalement, relativement par rapport à nos voisins européens. Je rappelle les chiffres, 7,8% pour l'Italie, 3,44% pour l'Allemagne depuis 2017. Moi, j'ai refait les calculs de mon côté hier soir. J'arrivais plutôt à 5,7. Mais c'est quand même la moitié. Et on était à 10,7 en France. C'est quand même la moitié de la croissance française. Donc, on se débrouille pas mal. Alors c'est sûr que si on se compare à l'Allemagne, on performe plutôt bien. En réalité, on est dans la moyenne de la zone euro. Si on rajoute l'Espagne, d'un coup, le comparatif est nettement moins salutaire. Il faut quand même avoir en tête, comme vous l'avez dit, on a financé la croissance avec du déficit public. On avait eu quand même une très bonne nouvelle en France post-Covid, c'est que l'investissement des entreprises avait incroyablement bien rebondi. Il était même revenu sur sa tendance pré-Covid jusqu'à la mi-2023. Et depuis, il y a un point d'inflexion qui s'est créé. Et là, on est 10% sous la tendance pré-Covid. Qui est dû à quoi ? Alors, c'est une conjonction de phénomènes. On a à la fois eu une hausse des taux d'intérêt qui a quand même pénalisé significativement ces investissements, puisqu'il y a un bout des investissements, c'est de la construction. Donc c'est la BCE, c'est la hausse des taux de la BCE, c'est le choc inflationniste. Mais il y a aussi tous les chocs d'incertitude désormais que l'on cumule depuis quand même maintenant plus d'un an. On le voit bien quand nous on fait des enquêtes, notamment avec la BPI France auprès des TPE-PME, quand on interroge les chefs d'entreprise sur à quel point vous êtes prêts à reporter ou annuler vos décisions d'investissement, ça bondit à chaque fois qu'il y a un choc d'incertitude. Donc on voit bien qu'on alimente malheureusement le fait. Et moins d'investissement aujourd'hui, c'est moins de croissance demain. Donc ça, c'est vraiment la variable peut-être la plus préoccupante, j'allais dire, puisque sinon, si on regarde la consommation des ménages, par exemple, comme on a distribué en plus de pouvoir d'achat que dans le reste de la zone euro, on a une consommation des ménages qui, au fond, fait même un peu mieux que la moyenne zone euro. C'est vrai. Qui n'est pas en forme en ce moment. Qui n'est pas très en forme. Donc, mais c'est plus côté entreprise qu'il faut aller regarder les signaux d'inquiétude aujourd'hui. Et ça, encore une fois, c'est pas que de la croissance d'aujourd'hui, c'est surtout de la croissance de demain. Oui, si je vous comprends bien, il faut s'attendre à un ralentissement assez net de la croissance. On n'a pas préparé notre croissance future. Complètement. Et puis l'Allemagne, encore une fois, est un mauvais benchmark, puisque l'Allemagne a vraiment des difficultés qui dépassent le conjoncturel et sont beaucoup plus structurelles. Et c'est vrai que là, pour le coup, si on regarde l'investissement des entreprises allemandes, on est même 5% en deçà des niveaux de 2019. Donc il y a un vrai sujet en Allemagne, c'est pas aujourd'hui le bon benchmark. Qui pourrait être compensé par la hausse des investissements en Allemagne aussi, 126,7 milliards d'investissements prévus dans le budget 2026 du côté allemand, 850 milliards sur plusieurs années. Ça peut être un game changer, ça. Alors, il faut être très prudent, d'une part, parce que les Allemands sont très forts pour annoncer des enveloppes importantes et ils décaissent peu. Nous, on n'annonce pas beaucoup de choses, mais souvent on dépense beaucoup plus que prévu. Les Allemands, c'est parfaitement l'inverse, c'est un peu le miroir. Et il y a également un fait, aujourd'hui, ils sont un peu en surcapacité d'offres. C'est-à-dire que on voit bien les taux d'utilisation des capacités de production en Allemagne sont très faibles. Ils ont déjà un appareil excédentaire en termes d'offres. Est-ce qu'ils vont rajouter de l'investissement par-dessus ? C'est pas certain. Donc je pense qu'il faut être très prudent. Ils ont surtout un problème de demande adressée, les Allemands. Ils ont une demande intérieure très faible. Le monde leur adresse de moins en moins de demandes. Leur modèle économique a explosé en vol. Et les États-Unis importent de moins en moins de produits allemands. Donc ils ont surtout un sujet de demande. C'est pas réellement un besoin d'augmentation des capacités de production. Donc la réalité, c'est que je pense qu'il faut être prudent sur ce qu'on peut attendre de positif en Allemagne d'un point de vue de l'investissement. Très bien. Bon, l'investissement pour l'avenir, c'est aussi l'emploi.